Salut. Bon, comme t'as pu le remarquer, le monde part en couille. Il suffit d'ouvrir n'importe quelle chaîne TV ou fil d'actu pour tomber sur des images de guerre, de conflits et de misère. Que ce soit en Ukraine, à Gaza, au Congo ou très récemment en Iran ou dans la région du Cachemire, sans oublier toutes ces zones de tension extrême dont on parle moins mais où ça chauffe tout autant. Et à force de voir toutes ces images et d'en parler autour de moi, je me suis posé une question qui, à première vue, peut sembler totalement naïve, mais qui me paraît très intéressante à partager. Avant de se demander si un monde sans guerre est possible, faut peut-être déjà se poser la question, est-ce qu'il a déjà existé? Parce que si on regarde bien en arrière, l'histoire, c'est surtout l'histoire de ces conflits. Les plus anciennes traces de violence organisée qu'on ait découvertes datent du Paléolithique supérieur, bien avant l'agriculture ou même la sédentarisation de l'homme. En 1964, sur un site appelé Djebel Sahaba, à la frontière actuelle entre le Soudan et l'Égypte, des archéologues ont découvert une nécropole, vieille de plus de 13 000 ans. Une nécropole, c'est un cimetière au fait. Parmi la soixantaine de squelettes retrouvés, beaucoup d'entre eux montraient des signes de mort violente. Trauma, crâne fracassé, corps transpercé par des projectiles. Et même si on ne sait pas s'ils sont morts au même moment, ou même s'il s'agissait d'une attaque externe ou d'un conflit interne, ce site est connu comme le premier exemple à ce jour de violence organisée. Ça veut dire qu'on se battait déjà, bien avant que l'homme arrête d'être nomade, peut-être pour des ressources, pour des territoires, ou tout simplement pour survivre. Et ça pose une base. La guerre n'est pas seulement un produit de la civilisation, elle est peut-être aussi vieille que l'espèce humaine elle-même. Et si on parle de l'histoire documentée, l'avis des historiens fait généralement consensus. Aucune période de l'histoire n'a été exempte de guerre. Et puis même, une grande partie de l'histoire écrite est également jalonnée de périodes coloniales ou impérialistes, où une nation puissante utilise la force pour dominer d'autres nations. Parce que si tu te remémores bien ton manuel d'histoire, l'histoire des grandes puissances, c'est rarement pacifique. Les grands empires romains, mongols, ottomans, britanniques et j'en passe, ont tous été bâtis par la conquête, le sang et l'oppression. Autrement dit, si t'es né dans un pays en paix, à une période stable, t'es une exception dans l'histoire. Bon, on a vu que la guerre fait partie de l'histoire de l'homme. Mais maintenant, faut aller plus loin. Est-ce qu'elle fait aussi partie de nous? Nous, êtres humains. Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que l'humain est biologiquement violent? Et c'est là que deux visions s'opposent. D'un côté, on a Thomas Hobbes, un philosophe du XVIIe siècle, qui a rendu célèbre la phrase « L'homme est un loup pour l'homme ». Hobbes prône la violence innée chez l'homme. Il croit que sans loi, sans état, sans règles, on est programmé pour s'entre-déchirer. Et au contraire, nous avons Jean-Jacques Rousseau, philosophe des Lumières, qui lui pense que l'homme n'est bon, mais que c'est la société qui le corrompt. Ce n'est pas la nature humaine qui est mauvaise, c'est l'environnement qui la déforme. Alors qu'y croire? Qu'en dit la science? C'est là qu'il faut que je te parle de Frans de Waal. Frans de Waal, c'est un célèbre primatologue néerlandais qui s'est penché précisément sur cette question en observant nos plus proches cousins, les primates. Il a découvert que ces animaux montrent naturellement des signes de coopération, d'empathie et même de réconciliation après des conflits. Autrement dit, la violence existe, certes, mais elle n'est clairement pas la seule option naturelle. Ces découvertes montrent que même si des primates peuvent vivre en harmonie, l'homme peut le faire tout autant. On a donc les deux côtés en nous. Le problème, c'est ce qu'on alimente et pour Rousseau, c'est bien notre environnement qui nous influence. Ok, la Pax Americana, ça te dit quelque chose? La Pax Americana désigne généralement le concept de paix et de stabilité relative maintenu dans le monde après la Seconde Guerre mondiale et associé à la période d'hégémonie et d'influence américaine. Alors que certains considèrent la Pax Americana comme une force positive pour l'ordre mondial, d'autres la critiquent comme une forme d'impérialisme et de néocolonialisme, soulignant les coûts et les conséquences de l'implication des États-Unis dans diverses régions du monde. C'est l'idée que la paix ne peut pas être préservée sans l'oppression d'une grande puissance. Mais comme on l'a vu ces dernières années, ce concept est un peu à bout de souffle. Parce que croire en une paix comme celle-ci, c'est un peu comme mettre la poussière sous le tapis. Parce qu'en effet, si les pays riches et développés comme les États-Unis, l'Angleterre ou même la France vivent en paix aujourd'hui, c'est parce qu'ils dominent l'échiquier mondial et qu'ils possèdent les ressources, les technologies, la richesse, les armes, bref, le pouvoir. Et bien sûr, cette position, ils l'ont pas eu par magie. Ils l'ont obtenue à travers des siècles de conquêtes, de colonisation, de guerres et de pillages. Le monde actuel est fondé sur des inégalités et des injustices passées. Et la paix demanderait un énorme dilemme moral. D'un côté, si les gens persistent à entretenir des rancunes pour les torts qu'eux-mêmes ou leur peuple ont subis par le passé, ou pour les désavantages actuels qui en découlent, les perspectives de paix
seront toujours fragiles. D'un autre côté, la valeur morale de la paix semble compromise si les grandes puissances actuelles telles que nous demandent aux peuples opprimés dans le passé d'ignorer ou de se contenter des souffrances injustes qui leur ont été infligées. En gros, c'est comme quand t'étais gosse que tu frappais ton petit frère et que juste avant qu'il réponde, tu lui disais « On fait la paix ». En gros, c'est ça. Il n'y a pas de paix sans justice. Une paix véritable, durable et stable exige la confiance et la solidarité entre les peuples. Et ces liens s'effritent rapidement si les vieilles rancunes refont constamment surface. Alors on pourrait se dire, bon, c'est quand même aux grandes puissances peut-être de commencer à tendre la main. Mais ça, ce serait oublier le nerf de la guerre, l'argent. Parce que soyons honnêtes, la guerre, ça rapporte beaucoup d'argent. L'industrie de l'armement, les alliances stratégiques, les zones d'influence, tout ça rapporte énormément et bien sûr bien plus que la paix. Selon un rapport publié par l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, les dépenses militaires mondiales en 2024 atteignent 2700 milliards d'euros, soit presque 10% de plus qu'en 2023. Est-ce que c'est bon pour vous? Et bien sûr, comme tu pourrais t'en douter, les 5 membres permanents au Conseil de sécurité de l'ONU sont également les 5 plus gros vendeurs d'armes au monde. Et en conséquence, les organisations censées garantir la paix comme l'ONU sont souvent paralysées par ceux mêmes qui la dirigent. Et bien sûr, quand les gardiens de la paix sont aussi les marchands de guerre, faut pas s'étonner que ça continue d'exploser. Bon, maintenant que je vous ai bien plombé le moral, on va peut-être pouvoir passer au point positif de la vidéo, parce que paradoxalement, la guerre, aussi destructrice soit-elle, a souvent été un point de bascule et d'avancée majeure pour l'humanité. On pourrait parler de l'abolition de l'esclavage après la guerre de sécession aux États-Unis, ou évidemment bien sûr, cocorico, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen après la Révolution française, et plus récemment la création de l'Union européenne, qui est un bel exemple, certes fragile et souvent critiqué, de pays qui se sont fait la guerre pendant des siècles et qui ont choisi de coopérer, commercer et construire ensemble. On pourrait également parler du Costa Rica, avoue que tu t'y attendais pas celui-là, c'est ici sur la map. Le Costa Rica qui a aboli son armée en 1948 après sa guerre civile et a tout réinvesti dans l'éducation et l'écologie. Et maintenant le Costa Rica est un des pays les plus stables et écologiques d'Amérique latine. Et selon Steven Pinker, professeur de psychologie à Harvard, la violence décline à travers l'histoire. Et il argumente que, malgré les apparences et les nouvelles fréquentes sur les conflits, les données statistiques montrent une diminution constante de la violence sous toutes ses formes. Il souligne que bien que la violence ait toujours été présente dans l'histoire humaine, une tendance à la baisse se dessine clairement sur le long terme, et que notre perception de la violence est souvent biaisée par les médias, qui aiment mettre l'accent sur les événements négatifs. Et c'est là mon dernier point. Parce qu'aujourd'hui, la guerre change de terrain. Elle devient moins visible, plus sournoise. Elle se cache dans des hausses tarifaires, des sanctions internationales, de l'espionnage industriel et bien sûr dans la désinformation et les campagnes de manipulation massive. Je pense donc personnellement qu'il faut faire bien attention à ce qu'on nous montre, à ce qui arrive dans nos feeds, à ce que l'algorithme veut nous faire voir. C'est important de faire des recherches par soi-même pour démêler le vrai du faux et développer son esprit critique. Parce que la paix, c'est aussi comprendre. Comprendre où l'on va, c'est aussi comprendre d'où l'on vient et pourquoi l'histoire est ainsi faite. C'est se remettre en question, d'essayer de comprendre le point de vue des autres, même si on n'est pas toujours d'accord, pour trouver des solutions et essayer de réparer les erreurs du passé. Et peut-être comprendre pour certains l'intérêt que le bien commun passe avant les intérêts d'enrichissement personnel. Coucou l'ONU. Parce que comme le disait Albert Einstein, la paix ne peut être maintenue par la force, elle ne peut être atteinte que par la compréhension. Alors comprenons, écoutons et parlons, pas parce qu'on est faible, mais parce qu'on a enfin compris que frapper c'est facile, mais que comprendre c'est peut-être ce qu'il y a de plus courageux.